Notre prochaine conférencière, Vanessa Nadeau, est diplômée en sciences biologiques, en environnement et en agronomie. Elle a principalement travaillé comme agronome en production fruitière dans les Basses-Laurentides avant de se relocaliser en Estrie. Elle est ici pour mettre en œuvre 2 projets qui ont le potentiel d'aider à préserver la biodiversité dans la région, en plus d'apporter des bénéfices aux producteurs agricoles. Elle nous présente aujourd'hui une conférence sur 2 projets pour préserver la biodiversité, soit les espèces en péril sur les terres agricoles et la gestion du cerf de Virginie, d'une durée de 30 minutes qui va inclure la période de questions. Donc, Vanessa. Merci. Donc, bonjour à tous. Comme Jean-Philippe l'a dit, moi c'est Vanessa. Je suis conseillère en environnement et en faune à l'UPA Estrie et je suis là pour vous présenter les 2 projets qui ont été nommés. On va commencer par celui sur le cerf de Virginie. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour les périodes de questions, dans le fond, il va y avoir une séparation entre les 2 projets. Donc, si vous avez des questions sur le projet, sur la faune, à la fin de la présentation sur ce projet-là, je vais prendre des questions et je vais reprendre des questions sur les espèces en péril à la toute fin. Donc, d'abord, on le sait, on a une bonne population de cerfs de Virginie ici en Estrie, raison pour laquelle on a décidé de démarrer des projets. Donc, le premier projet a été démarré en 2019, qui était une première phase, avant la phase 2 que je mets en œuvre présentement. Donc, ce projet-là, en fait, c'était une manière de tester s'il était possible d'accentuer la pression de chasse de manière significative sur des îlots agricoles. Donc, il y a plusieurs îlots agricoles qui ont été choisis et avec un coordonnateur de chasse, il y a une bonne quantité de chasseurs qui a été implantés sur cette terre-là. Donc, c'était pour voir si ça pouvait marcher, ce genre de gestion-là. Et ça a très bien fonctionné. Donc, en fait, la deuxième phase du projet, c'est un peu de tenter d'implanter ces principes-là à la grandeur de la région. Puis ça, évidemment, c'est dans le but de protéger les cultures agricoles, puis de favoriser la régénération forestière, parce que le cerf de Virginie broute toute la strate inférieure, donc les forêts ont beaucoup de difficultés à se régénérer, et peut-être même par la bande, de réduire les accidents routiers. Donc le projet, qu'est-ce que c'est? D'abord, on offre un service d'accompagnement. Donc moi, je suis là pour accompagner les producteurs agricoles et forestiers, dans le fond, pour implanter ou améliorer la chasse sur leurs terres pour tenter de réduire les populations de cerfs de Virginie dans les secteurs qui sont en difficulté. J'ai commencé en 2023, en novembre 2023, et dans le fond, j'ai pu produire différents outils pour aider les producteurs soit à trouver des chasseurs ou à mieux gérer la chasse sur leurs terres. Et ces outils-là, c'est principalement pour le cerf de Virginie, mais en réalité, les outils peuvent être utilisés pour tous les animaux. Donc, si vous, par exemple, c'est le danon sauvage votre problème, vous pouvez utiliser nos outils pour le danon sauvage aussi. Et même que je suis en train de développer l'expertise sur les autres animaux, donc je peux vous accompagner aussi pour les autres animaux. Mais c'est principalement le cerf de Virginie, donc c'est sur le cerf qu'on va se pencher ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais visiter les producteurs où on fait des rencontres téléphoniques ou virtuelles et j'analyse la situation des producteurs pour voir quelles opportunités on peut voir pour venir implanter des chasseurs. Les grands principes que moi je suggère, dans le fond, comment on fait ça, il y a le principal principe, en fait, c'est surtout de récolter des femelles. Le cerf de Virginie, c'est un animal polygame, donc les mâles peuvent se reproduire avec plusieurs femelles. Donc, de réduire la quantité de mâles n'aura que peu d'incidence sur une population, alors que les femelles, eux, se reproduisent avec un seul mâle par année et peuvent avoir jusqu'à 3 enfants par année. Et en plus, les mâles peuvent se reproduire dès un très, très jeune âge, soit dès l'âge de 6 mois, quoique la plupart se reproduisent à l'âge de 18 mois. On respecte le consentement, c'est important. Dès l'âge, je dis plus 18 mois, pardon. Mais en gros, les femelles sont très productives, donc de récolter des femelles, de réduire le nombre de femelles, ça va avoir beaucoup plus d'incidence sur les populations. Donc nous, notre projet va vraiment dans cette direction-là. Et la réglementation québécoise dit qu'un chasseur peut récolter jusqu'à 2 cerfs par année, ce qui est quand même peu. Et dans chaque zone, peut récolter un cerf, en fait, dans la plupart des zones.
Donc, si on récolte un cerf dans une zone, pour le deuxième cerf, il faut changer de zone pour la plupart des zones, pas toutes, mais la plupart. Donc, comment on fait pour augmenter significativement le nombre de récoltes autour de ce règlement-là? Le grand principe, c'est de faire des rotations de chasseurs. Donc, en réalité, je vous disais que la première phase du projet, on a fait affaire avec un coordonnateur de chasse. Donc, c'était un guide de chasse spécialisé en déprédation. Donc, lui, son but, c'était de réduire les populations pour des producteurs agricoles. Et lui, avec son expertise, il estime qu'avec la densité de cerfs qu'on a ici, 4 jours, c'est amplement suffisant pour récolter une femelle. C'est évidemment pas ça qu'on recommande à tous les producteurs. On a conscience que c'est l'objectif ultime, 4 jours. Mais en réalité, nous, c'est juste pour démontrer que c'est possible de faire des rotations de chasseurs pour rendre la chasse plus efficace. Donc, nous, ce qu'on propose aux producteurs, c'est simplement de tenter d'augmenter le nombre de récoltes. Donc, si vous, par exemple, vous avez un chasseur qui est là pour toute la période de chasse, d'augmenter à 2, puis voir comment ça va, puis peut-être l'année suivante, augmenter à 3. C'est le genre d'objectif qu'on recherche, simplement pour augmenter la pression de chasse. Ensuite, le genre de choses qu'on peut regarder aussi, c'est si vous avez une grande terre ou si vous avez un paysage très hétérogène qui peut se diviser en différents secteurs. Ça peut être un bon moyen d'inviter plusieurs groupes de chasseurs ou plusieurs chasseurs à la fois. Et la dernière chose aussi que moi, je regarde plus avec les producteurs, c'est les chasseurs viennent en quelle période de chasse. Parce que là, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le fond, la chasse est divisée en différentes périodes selon les armes permises. La première période, c'est arc-arbalète. La deuxième période, on ajoute les armes à la poudre noire. Et la troisième période, on est rendu à la carabine. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de producteurs qui invitent des chasseurs à la carabine seulement. Donc, les 2 premières périodes, il n'y a pas de chasseurs sur la terre. Donc, c'est le genre d'opportunité qu'on peut voir pour ajouter des chasseurs, par exemple, à l'arc-arbalète. En plus, c'est une période que la femelle est permise. Ça, c'est un autre dossier. Là. Mais en gros, à l'arc-arbalète, il n'y a pas besoin de permis spécial pour récolter une femelle. Alors qu'à la carabine, il faut un permis spécial. Donc, c'est le genre de choses que moi, je visite le producteur, puis on regarde qu'est-ce qui se passe, on regarde son plan de ferme, on regarde le nombre de chasseurs, puis on peut regarder ça ensemble pour trouver des solutions. C'est bien beau ça, mais comment qu'on les trouve, les chasseurs? Donc, nous, on a différents outils pour pouvoir trouver des chasseurs relativement facilement. Je vais vous présenter rapidement. Le premier outil, c'est la plateforme mirador.ca. Mirador, c'est une entreprise privée avec qui on fait affaire. C'est une plateforme de maillage. En gros, c'est un genre d'Airbnb de la chasse. Donc, les producteurs peuvent faire une annonce pour annoncer leur terre pour la chasse, puis ils peuvent mettre absolument tous les critères que vous pensez. Donc, nous, ce que j'ai fait avec Mirador, dans le fond, moi, j'ai le questionnaire pour faire une annonce, c'est moi qui l'ai développé avec des producteurs agricoles. Puis, on voulait que ça englobe vraiment bien la situation d'un producteur pour être sûr que tous les critères sont très, très clairs. Puis, il y a aussi une section où vous pouvez écrire vos critères spécifiques à votre situation. Donc, quand vous faites une annonce là-dessus, il y a un chasseur qui voit votre annonce. En plus, Mirador, c'est à la grandeur du Québec. Donc, vous avez quand même beaucoup plus de chances de trouver un chasseur quelque part qui cherche une terre en Estrie, puis que lui, les critères de chasse que vous avez mis sur votre annonce, ça correspond à son type de chasse à lui. Comme par exemple, femelle seulement, arc seulement, ce genre de choses-là. Si c'est juste du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Puis, dans le fond, ça fonctionne assez bien. Il y a beaucoup, beaucoup de chasseurs qui utilisent la plateforme. Et on a fait plusieurs maillages déjà depuis qu'on a ouvert le site. Et toutes les annonces, ceux qui sont sur le site, ils ont tous trouvé au moins un chasseur. J'ai plusieurs producteurs qui ont réussi à faire des rotations de plusieurs chasseurs grâce à Mirador. Donc, ça fonctionne bien. C'est complètement gratuit pour les propriétaires qui mettent des annonces. Donc, il y a une belle occasion de faire un revenu supplémentaire aussi dans le temps de la chasse pour vous. Et la cote pour faire survivre la plateforme, c'est le chasseur qui va le payer de l'autre côté. Donc, pour vous, il y a seulement des revenus que vous pouvez faire. Voilà. Je vais vous montrer un peu à l'air de quoi la plateforme. Donc, vous arrivez à mirador.ca, ça ressemble à ça. En haut à droite, vous voyez s'inscrire, vous marquez nom, adresse courriel, mais il n'y a rien à payer, ça n'engage à rien. Ensuite, vous cliquez sur déposer une annonce et on arrive à toutes les questions, c'est quand même détaillé. Puis, je ne sais pas si vous voyez à gauche, là, mais comme je disais, ce n'est pas juste pour le cerf, c'est vraiment pour tous les animaux. Puis, dans le cerf, c'était bien important, là, on a indiqué quand c'était femelle seulement. La plupart des propriétaires l'indiquent aussi dans le titre de l'annonce pour que ce soit très clair. Ensuite, vous mettez une belle petite photo. Là, il est écrit lieu et livraison. En réalité, c'est pour mettre votre adresse. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'adresse exacte. Vous pouvez mettre seulement votre municipalité puis garder ça vague pour pas que tout le monde sur le site Internet puisse voir exactement où vous restez.
Et une petite chose que j'aimerais préciser, là, les transactions passent par Mirador et sont déposées directement dans votre compte. Donc oui, il faut mettre vos informations bancaires sur le site. Et Mirador font affaire avec une entreprise qui s'appelle Stripe. C'est dans le fond une plateforme de transactions sécurisée. Donc même Amazon l'utilise pour leurs transactions internationales. C'est super sécuritaire. Donc quand vous entrez vos informations puis vous marquez enregistrer, la fenêtre Stripe s'ouvre. Donc c'est pas un pop-up. À l'inverse, c'est comme ça que c'est plus sécuritaire. Vous rentrez à nouveau vos informations sur Stripe et après, tout est réglé. Puis les transactions, ils se déposent directement dans votre compte. Voilà. Autre chose, on a développé un modèle de contrat papier. Ça peut être utilisé en complément avec Mirador, donc en plus de l'entente de l'entente web, on peut dire. Quand vous rencontrez votre chasseur, vous pouvez lui faire signer un papier aussi. Essentiellement, c'est fait un peu à la manière d'un bail de location. C'est sur 2 pages, c'est quand même bien détaillé. Je l'ai mis disponible sur le site de l'UPA Estrie, dans la page Faune, en format Word, parce que j'ai conscience qu'il est très détaillé. Ce n'est pas nécessairement utile, toutes ces sections-là, pour toutes les entreprises. Donc, vous pouvez télécharger ça. Puis, vous pouvez enlever les sections qui ne s'appliquent pas à vous. Puis, ça ne fait pas que votre modèle de contrat, ça ne fait pas que votre contrat est moins valide. J'ai fait réviser par une avocate qui m'a confirmé que tant que le contrat, il y a du gros bon sens, ce qui reste dans le gros bon sens, il est quand même juridiquement valide. Voilà. Puis ça, dans le fond aussi, il y en a plusieurs des agriculteurs qui ont même utilisé le contrat avec des chasseurs avec qui il y avait déjà des ententes, simplement pour clarifier les ententes, d'avoir un beau papier signé. Essentiellement, ça couvre pas mal toutes les mêmes questions que ce qu'il y avait sur Mirador. Donc l'animal, l'arme. On suggère aussi d'inclure un petit plan de chasse. Il y a une signature avec une décharge de responsabilité pour le propriétaire aussi sur ce papier-là. Donc ça, c'est disponible sur le site de l'UPA Estrie. Autre option que je trouvais vraiment intéressante, c'est les guides de chasse. Ça, on n'y pense pas tout le temps à ça, mais dans le fond, moi, j'ai contacté des guides de chasse qui sont actifs en Estrie et j'en ai 8 qui ont accepté de faire partie du projet. Donc, c'est-à-dire que si un agriculteur, un producteur, les appelle, les guides de chasse ils peuvent être coordonnateurs de chasse pour l'agriculteur. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est simplement qu'ils vont ajouter votre terre à vous dans les terres chez qui ils amènent des clients. Donc, le guide de chasse, en plus, il peut s'occuper de tout sur votre terre. Il peut installer des caches temporaires, il peut venir mettre des appâts pour les cerfs. Et lui, il va probablement même amener plus de chasseurs que ce que vous auriez pu faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça vous décharge de cette responsabilité-là de gérer la chasse. Et en plus, vous allez avoir probablement une chasse bien efficace. C'est tous des chasseurs, en plus, qui ont déjà de l'expérience en milieu agricole. Cette liste-là, avec les coordonnées de chaque chasseur, est aussi sur le site de l'UPA Estrie, sur la page du projet. Donc, si vous allez dans Environnement et Faune, il y a une page Faune avec le contrat et puis aussi la liste des guides de chasse. Voilà. La dernière option pour trouver des chasseurs, on a aussi la nation Abénaki. Eux, ils nous ont contactés parce que les Abénakis ils ont une entente avec le gouvernement que pour nourrir leur communauté, ils ont une pratique qui s'appelle la chasse communautaire. Donc, c'est un groupe de chasseurs qui font que ça. Donc, eux, ils ont le droit de chasser 30 cerfs par année pour nourrir leur communauté et ils peuvent chasser en dehors de la période de chasse. Et eux, dans le fond, ils ont vu une belle opportunité ici de se rendre service l'un et l'autre. Donc, eux, ils nourrissent leur communauté, puis en plus, ils peuvent réduire les populations de cerfs sur les terres agricoles des producteurs. Et eux, ils ne veulent pas faire de compétition avec les chasseurs, là. Donc, eux, ils aiment bien ça que, par exemple, à la fin de la période de chasse, si votre chasse n'est pas satisfaisante, vous pouvez les appeler pour que, par exemple, en décembre, en janvier, ils puissent faire une chasse sur votre terre. Juste pour nuancer la chose, c'est pas une formule magique parce que le nombre de cerfs par année, c'est 30, ce qui n'est pas énorme, mais ça peut être un bel outil de plus pour venir compléter la chasse que vous avez déjà sur votre terre. La Nation Abénaki, ils m'ont fait un beau petit pamphlet qui est aussi disponible sur le site Internet de l'UPA avec leurs coordonnées. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent développer, dans le fond, le côté déprédation. Donc, ça peut être une belle option aussi. Et bientôt, moi, je suis en train de travailler sur des documents d'information, donc des fiches guides pour les propriétaires qui détaillent même encore plus que ce que je viens de faire. On a des informations sur la surpopulation du cerf, sur la réglementation québécoise, sur les options que je viens de mentionner.
Et je vais aussi faire une fiche sur les outils autres que la chasse qui existent, là, comme par exemple les clôtures, les effaroucheurs, ce genre de choses. Donc ça, dans les prochains mois, ça devrait sortir publié aussi sur le site de l'UPA Estrie. Dernière chose, en avril passé, on a envoyé un sondage à tous les producteurs agricoles des 9 MRC, donc incluant Bromisquoi et Haute-Yamaska, pour avoir un portrait de la situation par rapport aux animaux, donc c'est la faune en général, et par rapport à la chasse. Et ça nous permettait en même temps d'identifier les besoins d'accompagnement et information. Ça a permis à plusieurs agriculteurs de me contacter directement. Ils pouvaient laisser, dans le fond, s'il y en a qui avaient besoin d'accompagnement, par exemple pour du jumelage ou pour telle ou telle chose, ils pouvaient laisser leurs coordonnées, puis moi, je pouvais les contacter. Donc ça a vraiment aidé à faire avancer le projet, parce que grâce à ça, j'ai eu un contact direct avec plusieurs agriculteurs qui avaient besoin d'accompagnement. Si vous êtes intéressé à voir les résultats de ce sondage-là, j'ai tenu une séance d'information en virtuel le 6 novembre, puis on l'a enregistré, puis on l'a publié en ligne. Donc, je ne sais pas si vous suivez l'UPA Estrie sur Facebook, par exemple. On a publié le lien pour la vidéo. Aussi, l'infolette par courriel, on l'a envoyé dans la dernière infolette. Donc, si ça vous intéresse d'avoir les détails des résultats de ce sondage, si vous êtes curieux de voir, par exemple, les dommages sur les végétaux, c'est quels animaux principalement, etc. Donc, vous pouvez aller voir les résultats. Donc voilà, ça serait la fin du projet Faune ici. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet-là, avant qu'on passe sur les espèces en péril? Ça se peut que je ne vois pas bien, là. Parfait. On va passer au prochain projet d'abord. Pardon? J'en aurais une pour toi. Parfait. Moi, c'est surtout un commentaire. Oui. L'histoire là, du double abattage, là, Mm-hmm. ça marche ou ça marche pas. OK. Nous autres, dans notre municipalité, on a 3 zones. C'est correct. Oui. Mais tu t'en vas à Mégantic. Oui. Le chasseur de Mégantic, là, il va où pour la 2e zone? Ça va chez vous? Hein, c'est loin, là. Oui, je comprends. là? Oui, je comprends. Fait qu'il se tire deux chevreuils pareils dans son coin, puis... Ah oui, je comprends. Oui. Ben, Puis, cette année, là, moi, j'ai compté dans mon coin à moi, là, juste la longueur des terres là, chez nous. Là. Mm-hmm. Prends 3 km², là. Mm-hmm. J'ai compté 28 chasseurs. Ah oui! Wow! OK, parfait. Mais il y a un des propriétaires dans le coin, il y a 3000 acres de terre. OK. Puis il met des chasseurs partout. Oh, il a mis ouais. quelqu'un en charge de mettre des chasseurs tout partout. OK. Fait que c'est des gangs de 3-4 Ouais. sur toutes les terres partout alentour. OK. OK. Fait que dans mon coin, là, le cheptel de chevreuil a baissé énormément. Ça, c'est positif ou... Oh oui, pour moi, c'est... Ça, c'est génial, là. Mais moi, je suis chasseur. Fait qu'on faisait déjà attention Oui, tu sais, super. à notre cheptel. Tu sais, là, Oui, je comprends. mais cette année, là, moi, sur mes terres à moi, là, 2 femelles, 2 veaux. C'est tout ce que j'ai vu de tout le temps de la chasse. Je comprends. Mais sur vos cultures, Mais par alentour, contre, ça a tiré tout le temps de la chasse. là. OK, je comprends. Mais tu sais, Ouais. le 28 chasseurs là, dans 3 km², là, ça fait du monde à la messe. Là. Ah, ça, c'est sûr. Il faut être prudent. C'est surtout ça, il faut être Puis, prudent. il en vient de partout. Là. Il y en a même qui viennent Ah ouais. de la Côte-Nord. là. Ben oui, je vous crois. À l'Estrie, Montérégie, là, le monde se bat pour des terres. Ouais, c'est... Ah, c'est Mais fou, c'est, là. comme je te dis, là, c'est pas partout là, Ouais, je comprends. que tu peux implanter un système comme Exact. tu dis Ah, mais là. ça, j'ai là. conscience de ça, c'est sûr. Tu sais, Que- je sais qu'il y a des places qu'il y en a énormément. Ouais. Moi, je sais que j'en ravage chez nous, là, puis je peux compter 150, 200 chevreuils en hiver. Ah ouais. Je crois. Mais quand arrive le temps de la chasse, on ne les voit plus. Là. Ouais, ça, c'est le cas de beaucoup de monde, malheureusement. Mais le double abattage, là, il paraîtrait qu'il va y avoir des changements sur la réglementation par rapport à ça dans les prochaines années. On va se croiser les doigts que ça va favoriser. Là. Oups, là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait d'autres commentaires, questions, recommandations? Merci beaucoup. Donc, prochain projet. Donc, c'est le projet PEPTA qu'on appelle, qui est un projet sur les espèces en péril en terre agricole. L'objectif de ce projet-là, dans le fond, c'est de mobiliser les agriculteurs de l'Estrie pour mettre en place des nouvelles pratiques ou des aménagements pour favoriser les habitats des espèces en péril de notre région qui sont présentes sur les terres agricoles. Quelles sont ces espèces-là? On en a identifié 15 avec notre équipe de biologistes locaux. On peut les diviser en 7 grands groupes, en gros. Là, on a les oiseaux des prairies, dont le goglu des prairies, qui est bien connu quand même. On a les hirondelles, dont l'hirondelle rustique.
On a les tortues, comme la tortue des bois. On a les salamandres, le monarque, 2 espèces de bourdons et 3 espèces de chauves-souris. Et ce projet-là, il a été planifié avec un groupe de travail. Donc, le groupe de travail, en fait, est composé à peu près la moitié d'agriculteurs et l'autre moitié de différents intervenants et experts du milieu agricole et du milieu environnemental. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs ateliers pour identifier les espèces, comme je disais, pour identifier les pressions qui peuvent affecter leur survie en milieu agricole et pour identifier par la suite des stratégies d'action qui sont réalistes pour les producteurs et qui peuvent avoir un impact significatif sur les espèces qu'on vise dans le projet. Donc, c'est autour de ces stratégies-là qu'on a monté ce projet-là. Après les ateliers, on a publié un carnet sur les espèces. Donc, c'est un moyen de publiciser le projet. Donc, un carnet d'informations qui est disponible en ligne d'ailleurs. Et ça, j'en ai... même, j'ai un document d'information sur le projet Faune et le carnet, ce fameux carnet-là, qui va être disponible à l'entrée, là, à la table où Stéphanie se trouve. Voilà. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, il va y avoir des papiers, puis mes coordonnées sont là-dessus. Là. Donc, quand on a lancé ce carnet-là, on a lancé en même temps la période de recrutement, parce qu'en fait, c'est des projets qu'on fait avec les agriculteurs. Donc, sur le site Internet, dans le fond, il y a un formulaire d'intérêt que les agriculteurs peuvent m'envoyer. Et un coup que j'ai une application, moi, je me rends sur la ferme et on regarde ensemble les potentiels d'habitat. Même aussi, j'ai des cartes d'occurrence des espèces, donc je peux savoir s'il y a des espèces qui sont proches de votre ferme ou voir directement à côté de votre ferme. Donc, on peut voir vraiment le potentiel que vous pourriez avoir sur les espèces. Quel genre de projet on fait? Il y en a peut-être certains que vous en avez déjà entendu parler. Là. Donc, le genre de projet qu'on peut faire, par exemple, avec le Goglu des Prés, il y a des projets de fauche retardée, pâturage retardé. Donc, moi, je vais sur la ferme. Des fois, c'est des ornithologues amateurs aussi. On va sur les fermes et on fait un inventaire d'oiseaux, puis on regarde si vous avez, par exemple, du Goglu, de la stournelle. Puis on regarde dans quel champ, puis on regarde s'il y en a des champs que ça vous intéresserait de faire la fauche retardée, par exemple. Donc, moi, je vais délimiter une superficie où est-ce que je pense que les nids pourraient se trouver. Puis ça, cette superficie-là est à éviter jusqu'au 15 juillet. Ensuite, vous pouvez faucher cette superficie-là. On en a fait quelques-uns cette année, là, principalement des producteurs de bovins. Ça a été un succès dans plusieurs de ces projets-là. Là. Même que j'ai fait un suivi, dans le fond, après le mois de juillet. Et il y a un producteur là, qui est venu faire l'inventaire avec moi. Puis on était entourés de Goglu. Là. C'était vraiment une belle expérience. Donc, c'est super le fun parce qu'on peut voir le résultat directement. Là. Comment que la population a double en l'espace d'un été. C'est vraiment, vraiment cool. On peut faire aussi des bandes fleuries. Donc, moi, dans le fond, cet hiver, je vais commander une quantité de semences, d'un mélange de semences qui a été développé par le CETAM. Et ça, dans le fond, c'est pour avoir des espèces de fleurs ou des espèces de prairies que la floraison est bien étalée dans la saison pour que les pollinisateurs, dans le fond, aient une source de nourriture à la longueur de l'année. Donc ça, par exemple, en bordure de champ, il est possible de faire une ligne avec ces semences-là. C'est des semences vivaces. Et ça, après, dans le fond, vous désherbez la première année. Et c'est bon pour quelques années. Vous pouvez réensemencer par la suite, mais c'est tout du vivace. Là. Donc, ça serait une installation pérenne. Et comme ça, vous avez de la nourriture pour les pollinisateurs. Autre chose qu'on fait aussi, on fait des nichoirs à hirondelles rustiques. Donc ça, ils sont présentement en construction. On fait ça en collaboration avec le Bureau d'écologie appliquée. Donc, nous, par exemple, on va faire des essais pour savoir... On en installe aussi dans les granges qu'il y en a déjà. Donc, on voudrait savoir si l'hirondelle va choisir les nichoirs plutôt que, par exemple, la poutre de bois à côté. Donc, on veut voir s'il y a vraiment un potentiel de favoriser cette espèce-là par rapport aux autres là, pour essayer de l'encourager vu qu'elle est en déclin dans la région. On fait aussi des projets de bandes riveraines. Donc, entre autres, avec le club agro de l'Estrie, eux, ils offrent un programme qui peut faire des plans d'aménagement pour vous. Et on fait affaire aussi avec une biologiste experte en plantation. Donc, vous pouvez avoir un projet pratiquement clé en main en appliquant avec nous pour vos plantations de bandes riveraines. Puis, vous pouvez être financé par Prime Vert, puis par PEPTA aussi, vu que le financement, dans le fond, c'est fédéral et provincial. Donc, il y a vraiment des possibilités de faire un aménagement pas cher avec nous. Même chose pour des abris-vents, des agroforestières. Donc, ça, c'est le même type de projet. Là. Donc, vous pouvez avoir une belle abris-vent diversifiée avec toutes sortes d'essences, toutes sortes d'espèces spécifiquement choisies pour favoriser les espèces en péril. Par exemple, avec le club agro de l'Estrie là, qui prend ça en compte, ils prennent ça en compte dans leur plan d'aménagement. Chose intéressante, on a eu une bonification au projet cet automne. Donc, la période de recrutement est encore ouverte.
Donc, si ça vous intéresse puis que vous voulez participer en 2025, donc on va faire des projets dès le printemps 2025, vous pouvez encore me contacter, là. On a un formulaire d'intérêt sur le site Internet, mais sinon, si vous envoyez un courriel puis vous dire que vous êtes intéressé, vous laissez votre numéro de téléphone, je peux vous téléphoner. Là. Tant qu'il neige pas encore, je peux faire des visites aux fermes sans problème. Dernière chose, ça, c'est en prévision qu'éventuellement, dans le fond, en 2026, on va commencer la collectivité ALUS de l'Estrie. Donc, c'est en place, c'est confirmé, ça va avoir lieu en 2026. Donc, le projet Peptan, en fait, c'était comme un premier pas vers cette collectivité-là. Pour ceux qui ne le savent pas, ALUS, c'est des ententes de conservation de 5 ans. Et eux, le programme, comment il fonctionne, c'est des rétributions annuelles pour des aménagements des pratiques qui rendent des services écosystémiques. Donc, c'est pas seulement sur les espèces en péril, c'est plus large que ça. Donc, ça aussi, ça va être très intéressant. Ça, c'est démarré en Montérégie, ça fait longtemps. C'est même démarré maintenant en Outaouais, Laurentides, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches. Donc, ça s'en vient en Estrie en 2026. On est bien excités de ça. Donc, vous allez en entendre parler assurément dans les prochaines années. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions sur le projet, sur les espèces en péril? Pas de questions? Tout est clair? Oui, oui. Je vois les photos des nichoirs en bois. Oui. En théorie, c'est le travail de ces oiseaux-là de faire leur propre nid. C'est quoi le... Je ne comprends pas. Bien, dans le fond, le but, en réalité, c'est de créer des habitats pour essayer de favoriser les rondelles rustiques. Fait que dans le fond, nous, par exemple, si on a une grange, le revêtement intérieur, c'est en tôle ou en plastique, on va amener... ça aurait pu être seulement des planches de bois, mais on essaie d'y aller encore plus loin pour éviter, par exemple, qu'une autre espèce d'oiseau colonise ce milieu-là. Donc, on fait, mettons, vraiment la forme du nid des rondelles rustiques en espérant qu'il n'y ait pas d'autres oiseaux qui viennent coloniser ce nid-là, vu que c'est comme un nid plus spécifique pour cet oiseau-là. Est-ce que c'est marché? On va le savoir l'année prochaine. Parce que là, on est en train de les construire. Il n'y a pas beaucoup d'essais encore là-dessus. Québec Oiseaux ont fait un programme, un projet avec des installations beaucoup plus grosses qui ont moyennement marché. Donc là, il y avait des recommandations d'essayer peut-être d'aller vers ce genre de nichoir-là. Donc nous, on va en installer quand même beaucoup au printemps. Donc moi, je vais faire le suivi de ça durant l'été. Puis on va avoir une année de données. Puis je vais essayer, si possible, de continuer ma prise de données pendant plusieurs années. Mais ça va être à suivre. Mais avec le projet Pepta, on va avoir au moins une année de résultats. Donc on va se croiser les doigts que ça marche. J'aime la réflexion parce que chez nous, les hirondelles, ils viennent faire leur nid près du toit en tôle. Ouais. La tôle est vraiment chaude. Puis les pauvres petits bébés, ils tombent par terre. Puis là, Ben oui. j'ai tellement essayé de les sauver, mais je suis tannée de régurgiter. Mais oui, je comprends. Là, je vais prendre le micro. Ce matin, là, j'étais trop excitée. J'ai oublié de dire que la ferme était située à Beurré. Fait que là, je m'excuse, mais puis mon site, on dirait que les haies brise-vent a apporté une surpopulation d'hirondelles. Okay. Je ne sais pas si c'est le fait que tout le monde est regroupé, puis la paille, puis tout ça, la petite mauvaise herbe, les graines dans la... Mais c'est fou, les hirondelles qui sont là. Mais je serais curieuse de savoir de peut-être installer des petits nichoirs en bois plus bas pour essayer de... Oui. Bien, vous m'écrirez par ce genre de choses que j'aimerais vraiment tester chez vous. On va essayer ça, clairement. Parfait. Bien, surpopulation d'hirondelles, c'est quand même bien. Ça gère vos bébêtes sur votre ferme, donc on est bien contents. Oui. C'est le fun, l'Estrie. Mais nous autres, on est de la Rive-Sud de Montréal puis du centre du Québec. OK, parfait. Fait qu'on s'adresse à qui si on veut faire un inventaire de notre biodiversité? Puis je sais que Québec Oiseaux avait prochainement, Nathalie m'avait contacté, ils montent un projet, là. Oui. Fait que je croise les doigts, j'espère qu'ils vont me contacter, mais moi, si je veux aller de l'avant puis justement faire cet inventaire-là chez nous. Ben, dans le fond, le Centre du Québec, eux, ils se démarrent un programme ALUS, là, il me semble bien. Donc, vous pourrez carrément contacter votre PA puis ils pourraient organiser un inventaire d'oiseaux chez vous. Oui, puis ça arrive sud. Sur la Rive-Sud, parce que vous, c'est pas en Montérégie, en réalité. Oui, c'est Montérégie. Montérégie, eux, ils en font depuis super longtemps. Donc, c'est à Sainte-Pitoute? Oui, c'est censé.
que si vous contactez l'UPA, là, je pense que c'est Virginie Durand qui s'occupe du programme. Donc, ils vont pouvoir organiser ça pour vous. Là. Ils en font depuis au moins 5 ans. Là, hein. Puis pour la population des rondelles, Oui. Sylviane, c'est ça? Sylviane? Nous autres, c'est vraiment les pâturages qui ont amené ça chez nous. On a des bâtiments, fait qu'on en avait déjà un petit peu, mais aussitôt qu'on a semé les prairies, là, l'année même, on était envahis. Là, on voyait vraiment comme un nuage. Ils se nourrissaient des insectes qui butinaient comme juste au-dessus des pâturages. Fait que, les pâturages. Probablement les hirondelles bicolores, j'imagine. Les deux. Les deux, wow. Oui, c'était c'est génial. Ça. Ben, les pâturages, c'est le milieu idéal pour les hirondelles. Ouais. Vraiment, on a vu notre premier goglu aussi. Ah, mais ça, c'est génial. J'étais pas tout à fait au fait, fait que peut-être. Ah, OK. On va espérer qu'il soit là au printemps 2025. Parfait. Vous verrez ça avec l'UPA. Hein? Yes. Salut. Donc, une petite question, moi aussi, un peu la même chose. C'est Montérégie-Sud, près de la colle. On a beaucoup d'hirondelles bicolores, d'hirondelles rustiques. Oui. Sauf que là, je me demandais, dans le fond, moi, j'avais mis des nichoirs à chauves-souris. On n'en voit plus partout. Ah. Donc, je me demandais s'il y avait comme un organisme ou quelque chose qui pourrait nous aider à attirer une petite bestiole. Je pense que les chauves-souris ne sont pas dans le programme de Montérégie. Hein. Ça, c'est une bonne question. En fait, les chauves-souris, ils sont en énorme déclin. C'est pas à cause de l'agriculture. En fait, les chauves-souris sont victimes d'une maladie qui s'appelle le syndrome du museau blanc. C'est une maladie fongique dans leur voie respiratoire. Ça fait qu'eux, pendant l'hibernation, ils se réveillent, puis ils dépensent d'énergie, puis ils finissent par mourir à cause de cette maladie-là. Et ça, en réalité, les chauves-souris, l'hiver, ils s'en vont tous à la même place. Puis ils hibernent tous ensemble. Donc, c'est vraiment facile de répandre une maladie comme ça. Là. Donc, ils sont en déclin. Je pense qu'ils sont en déclin de 90%. Là. C'est vraiment terrible. Les dortoirs à chauves-souris, ça, dans le fond, ça va être utile dans le cas où vous avez une colonie dans votre grenier et que vous voulez boucher l'accès et que vous voulez leur donner une alternative. Donc, par exemple, si vous avez une colonie depuis longtemps dans votre grenier puis vous voulez qu'ils s'en aillent, durant l'hiver, après le départ des chauves-souris, durant l'hiver, vous bouchez cet endroit-là, vous installez un dortoir vraiment proche de l'ouverture, de l'ancienne ouverture, et là, vous espérez que les chauves-souris vont aller là-dedans plus tôt. Pour favoriser les chauves-souris sur les terres, c'est vraiment d'installer des arbres. Donc, il faut planter des arbres. Donc, si vous, mettons, vous avez une bande riveraine, puis que c'est surtout arbustes, herbacées, puis que vous aimeriez amener les chauves-souris, puis les favoriser, c'est de planter une haie plus arboricole, avec plus des essences d'arbres, de grands arbres. C'est vraiment ça, la meilleure manière. Donc, c'est ça, en gros. Puis de connecter, faire des corridors, parce que les chauves-souris se promènent grâce aux corridors d'arbres. Donc, si, par exemple, vous avez un grand champ, puis que c'est ouvert, que c'est complètement ouvert, puis vous n'avez pas de connexion entre, par exemple, avec une haie brise-vent, donc de venir installer une haie pour connecter les boisés, ça va permettre aux chauves-souris de se déplacer, puis de leur donner des aires de repos, leur donner des aires d'alimentation. Donc, c'est vraiment ça la meilleure méthode pour favoriser les chauves-souris. Voilà.